J'adore les sushis. J'ai dit à mes parents, moi je veux être acteur et je vais partir en France, je vais faire le cours Florent. Mais on t'a dit que c'était un métier risqué, pense à un métier à côté. Eh bien non, parce que c'est ça que je vais faire. Et je suis pas en train de vous demander si je peux le faire, je vous annonce officiellement que je pars. C'est dans un club de stand-up en anglais. Le mec écorche mon nom. Please welcome this next comic. Let's give a hand for... Get out of there! Je me dis, mais je suis un homme mort. Qu'est-ce que je vais foutre? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie que mes spectacles touchent les gens, mes films touchent les gens et faire rire. Mais le point de départ, c'est pas ça, c'est plus ça. Il me dit, Gad, il rentre. Il rentre définitivement. Non, tu retournes après à... Non, j'ai envie de voir la famille, voilà, j'ai envie de vous voir encore. Pourquoi faire? J'ai une chambre là-bas. C'est la chambre des petits. David, Mais c'est quoi ça? j'ai trouvé dans la valise de Gad. Touche pas avec les doigts! La première fois que je l'ai rencontré, j'étais en train de faire un crawl à la piscine. Imagine, gauche, droite, je tourne ma tête et qui je vois? Je le vois avec son bonnet de piscine. Est-ce que c'est bien lui? Imagine, moi, le blond, à la piscine, qui rencontre Gad Elmaleh. Je te laisse découvrir d'ailleurs l'anecdote un peu cocasse dans l'interview. Aujourd'hui, plusieurs années après, j'ai le plaisir de recevoir Gad pour vous faire découvrir une facette de lui que peu connaissent et lui poser des questions que j'ai toujours voulu lui poser. Gad, on le connaît avant tout pour ses sketchs mythiques. Brian is in the kitchen, le coma hydraulique, les pistes de ski bisextiles. Mais c'est aussi un artiste accompli puisqu'il est acteur, réalisateur et chanteur. Pour moi, ce sont des souvenirs d'ado où tout le monde parlait des sketchs de Gad. C'était la folie. Je me disais même que pour avoir la classe, il fallait être habillé tout en noir. Pour moi, Gad, c'est une légende. Et justement, c'est tellement facile, lorsqu'on a accompli un premier niveau de réussite, d'autant plus du niveau de Gad, de se mettre dans sa petite zone de confort, d'enfiler ses petits chaussons et de s'endormir. Personnellement, c'est ma peur. Et c'est ça que j'admire aujourd'hui chez Gad. C'est sa capacité à se réinventer, à aller chercher des nouveaux défis, à faire des choses qui l'inspirent vraiment, quitte à ne pas être compris et même critiqué. Et c'est de ça dont on parle dans l'interview. En fait, on parle pas de Gad, on parle de tes rêves, d'oser les suivre, malgré les échecs ou la critique. Spécialement, il nous raconte ce que c'est, de tout redémarrer à zéro, d'être personne aux US et de rater, et même des gens fous qu'il rencontre. On parle aussi de son histoire et son besoin viscéral de plaire en passant par ses remises en question. Dans cet échange, tu vas découvrir un Gad sérieux, sensible et touchant qui nous livre sans filtre son rapport au regard des autres, à l'ego et comment il a appris à développer sa résilience. Enfin, il nous parle de la sortie de son film, Reste un peu, lors de l'avant-première, à la fin du film. Je sors du cinéma, son film m'a ému. Pourquoi il m'a ému? Parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui se cherche, qui casse les codes, tant pis si ça dérange. Allez, sans plus tarder, je te laisse découvrir ce moment. En tout cas, Gad, je suis très content qu'on fasse ce podcast ensemble. Bah moi aussi, merci, finalement, on y est arrivé. On y est arrivé. Avec des plannings respectifs très... Justement, c'est ça, je voulais t'en parler. Quand ton manager, il m'a raconté ton emploi du temps, Ouais. il m'a fait peur. Et pour le coup, il faut y arriver pour me faire peur vis-à-vis de l'emploi du temps. Ouais, le tien, il est pas mal aussi. Il est pas mal. Et donc, je me demandais comment tu fais. Là, t'as enchaîné 3 jours LOL, t'es parti en Belgique, t'es revenu, t'as eu des émissions toute la journée. Comment tu fais pour gérer ton énergie? J'essaie de faire, ça paraît banal, mais chose par chose. C'est-à-dire que ça me fatigue parfois d'anticiper, de me dire qu'est-ce que j'ai demain, qu'est-ce que j'ai après. Et en fait, ça me fait avoir une énergie séquencée, tu vois. Je commence ma journée, j'ai une interview, j'ai un truc à faire, et je me dis, ok, on va faire ça d'abord. Dès qu'il y a un manager, une maquilleuse, quelqu'un de mon équipe qui me dit, alors, après, voilà ce qu'on va faire, je dis, ne me dis pas ce qu'il y a après. T'es là, en fait, tu veux être Je là. vais essayer d'être là. Alors oui, c'est drainant, c'est fatigant. Mais ce qui fatigue la plupart du temps dans les interviews, c'est la répétition. Parce que tu peux faire plein d'interviews dans la journée. Oui, t'es un peu fatigué, mais si en face de toi, t'as quelqu'un qui te relance et qui est intéressant, bah, tu seras forcément nourri. C'est pour ça que je sais qu'avec quelqu'un de brillant aujourd'hui, je vais pouvoir être totalement nourri
Et je m'attends à des questions totalement bouleversantes. Waouh, la pression. J'ai plusieurs scènes là qui me reviennent, mais en tout cas, tu as eu une forme d'évidence que tu voulais être sous les projecteurs, divertir les gens, faire du théâtre. Tu peux en parler de comment ça s'est fait, de cette évidence de je veux faire ça? Sincèrement, il y a un mélange de plusieurs choses. Je crois que je fais partie des artistes qui avaient besoin plus qu'envie. C'est-à-dire que j'avais vraiment besoin de m'exprimer et de faire rire. Et c'était un besoin pour plein de raisons que j'ai pu analyser plus tard, que j'ai pas su analyser quand j'étais gamin forcément. Parce que quand t'es gamin et tu fais rire toute la classe, tu te dis pas j'ai compris, j'ai besoin d'attention et je suis super timide avec les filles, donc j'ai besoin de faire rire. Moi, j'ai toujours eu besoin de faire quelque chose pour séduire, pour plaire. Mais plaire à tout le monde dans l'absolu, pour avoir des potes. J'avais toujours l'impression qu'on pouvait pas juste m'apprécier ou m'aimer comme ça, sans performance, sans preuve. Mais le problème, c'est que j'étais le mec qui faisait marrer la classe. Et donc, les filles avec qui j'avais envie, de qui j'étais amoureux, j'étais le clown de la classe. Donc, le clown de la classe, on sort pas avec le clown de la classe. On veut sortir avec le mystérieux, le ténébreux. Et t'as essayé, tu t'es entraîné à ça? Elle est ténébreux, Ouais. un échec total. Elle riait encore plus. Mais ça vient peut-être de l'enfance où c'était jamais assez. De par qui? Ton père ou ta mère? Mon père. L'anxiété, tu vois, la peur de mal faire. Qu'est-ce que vont dire? Ah ouais, aussi le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? J'ai grandi avec ça, moi. J'ai grandi avec le regard des autres. Mais qui s'exprimait comment en fait? Comment ton père il te faisait sentir que c'était important? C'était son regard à lui ou le regard des autres autour de la famille? Qu'est-ce que vont dire les gens? La communauté, les amis, les parents des copains, les gens au club de sport, les gens, tu vois, dans leur microcosme social, qu'est-ce que vont dire nos relations, nos amis, tu vois? Je me rappelle quand j'avais commencé à fumer mes premières cigarettes, mon père m'avait dit un truc, il m'avait dit, alors tu fumes, t'es super énervé, il avait jeté mes clopes, peut-être qu'il m'avait mis une baffe même. Et il m'a surtout dit, et j'ai l'air de quoi, moi? Il me dit ça, et j'ai l'air de quoi, moi, d'avoir un fils qui fume? Putain, avec du recul, c'est spécial quand même comme perception, parce que t'es pas en train de protéger ton enfant, déjà pour sa santé, à lui expliquer. T'es en train de lui dire, ça se fait pas, et je vais avoir l'air de quoi? Et c'est honteux, socialement. C'est ouf le nombre de trucs qu'on fait pas ou qu'on n'ose pas faire parce qu'on se dit mon voisin a pensé ça, ma mère a pensé ça, mon père, mon frère, quelqu'un. Ou qu'on fait. Bien sûr. Des choses qu'on fait pour paraître bien. C'était un peu d'ailleurs la conversation qu'on avait sur aussi tous les rêves qu'on s'impose parce que la société les met en avant. J'ai adoré cette vidéo parce que, cette vidéo, c'est peut-être l'extrait d'une longue conférence. Les gens pensent que tu fais que des vidéos de deux. Ouais, j'ai écouté ta conférence d'1 minute 40. En fait, j'aimais beaucoup parce que j'ai jamais su le formuler. Pourquoi il y a plein de gens qui n'arrivent pas à avoir la vie qui les inspire? Pourquoi plein d'entre nous n'arrivaient pas à créer les résultats qu'on voudrait? Parce que souvent on se fixe des objectifs qu'on veut pas tant que ça. Et parce qu'on voit quelqu'un qui a l'air de s'épanouir là-dedans, de s'éclater là-dedans, et c'est encore plus le cas si la personne nous inspire. J'ai commencé à me fixer des objectifs qui les inspirent eux, mais qui m'inspirent pas moi. Et me comparer en me disant mais je comprends pas, j'ai pas de motivation, je suis pas discipliné, j'avance pas. Eux ils avancent, pas moi. Ton estime de toi elle baisse. Tu dis mais je suis pas à la hauteur, je suis pas aussi bon qu'eux. Mais on fixe des objectifs qu'au fond, on veut pas tant que ça, on les veut un peu. Et du coup on pense qu'on a un problème. Alors qu'en fait, ne pas être motivé, procrastiner, s'auto-saboter, c'est souvent une bénédiction pour faire un feedback et dire est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Je trouve que tu avais mis des mots sur une situation dont je me sers maintenant avec certains copains. Et sans complexe et sans gêne, je leur dis peut-être que t'as pas envie de ça. Et que tu vas toujours être déçu puisque c'est pas ça que tu veux faire. Et moi, je le vis dans mon métier avec des copains qui me disent ça fait 12 ans qu'ils écrivent un scénario. C'est pas vrai que ça prend 12 ans à écrire un scénario. Et je dis pas que c'est facile, je suis pas en train de dire qu'il y a pas des débuts, où c'est compliqué, où t'es tourmenté, tu sais pas, t'as pas l'expérience, mais à un moment donné, est-ce que t'es sûr que c'est un scénario que t'as envie d'écrire, de film? T'as pas plutôt envie d'être producteur ou acteur? T'as pas plutôt envie de faire autre? Tu peux pas à chaque fois dire, je croise les doigts, tu croises les doigts, arrête de croiser les doigts, quoi. Décroise les doigts. Décroise les doigts, écris ton scénario. Et j'ai remarqué qu'ils ont des imaginaires, ils ont des fantasmes. Ils ont des mondes imaginaires. Par exemple, dans mon métier, j'entends souvent, tu vois, aux États-Unis, par exemple, et là, ils commencent à décrire un monde qu'ils ne connaissent pas. Un monde où c'est facile, confortable, agréable. Ouais. Où il y a de l'aide, où il y a de l'entraide. Je me souviens, il y avait des jeunes humoristes qui disaient, ouais, au moins aux States, tu vois, les comiques entre eux, ils s'entraident, ils sont... Je dis, mais quels États-Unis tu parles?
Donc c'était à la fois un besoin de reconnaissance, mais c'est, en tout cas, et j'ai pu voir comment t'es aussi dans la vraie vie, c'est plus quand même un besoin. Il y a aussi une partie où t'aimes observer les gens, ça te nourrit. Donc j'ai l'impression que c'est un mix des deux. C'est-à-dire à la fois un besoin de reconnaissance et t'exprimer, et qui me parle de ouf, parce que moi j'ai beaucoup été pareil dans il faut que je fasse pour que j'ai de la valeur, et pour qu'on puisse me reconnaître et qu'on puisse s'intéresser à moi. Mais il y a aussi un vrai intérêt aussi pour toi des personnages, d'écrire des situations du quotidien. Pour moi, c'est jubilatoire. Quand est-ce que tu as eu un peu l'évidence que c'était ça que tu voulais Un peu comme aujourd'hui, dans l'enfance, je réalisais que quand ça fonctionnait, il fallait que je continue. Et c'est des petits tests. Et ça a été un chemin long et permanent de réaliser que, alors ça marchait pas tout le temps, mais tu fais une imitation à ta grand-mère à l'âge de 8 ans, ça marche, petit public, tu dis, ah, je vais en essayer une autre, ah, je vais pousser un autre truc, je vais continuer à observer, je vais ramener ça le vendredi soir à la maison, on est toute la famille à table, et là j'imite une nouvelle personne, il y a un invité, dès qu'il part, je fais le spectacle où je l'imite et ça commence à se construire. J'avais même un numéro que la famille me demandait, ma grand-mère habitait dans un immeuble de 7 étages, elle avait genre, je sais pas, 10 voisines. Et je dis voisines parce qu'il y avait des voisins, elles avaient leur mari, mais moi j'imitais que les femmes quand j'étais petit. Et j'imitais au moins 6 ou 7 dames de cet immeuble. Chacune avec sa voix. Mais ce qui faisait mourir derrière ma grand-mère, c'était pas juste reproduire la voix. la personnalité? Ouais, et j'imaginais des dialogues absurdes, d'enjeux entre elles, qui étaient de mon âge et de ma perception. Et elle, c'était irrésistible parce qu'elle voyait cette dame marocaine du 5e étage, très pudique, gênée, qui tout à coup, avec la même voix, disait ce soir, je sors, je vous invite en boîte. Et en fait, c'est comme si tu prenais des personnages de cartoon, quoi, tu les tordais, et puis t'as le regard de l'enfant qui fait waouh, et il faisait ça à la famille. Et donc, c'est une liberté de créer aussi, de prendre la vérité, de la tordre. Du coup, pour avancer, à quel moment tu t'es dit, et qu'est-ce qui s'est joué pour que ça devienne, on va dire, la passion naturelle que tu as d'essayer de divertir en classe ou ta grand-mère, à ça va être mon métier? Ça s'est passé comment, la transition? Ça s'est passé un soir en vacances au Maroc. Je vivais déjà au Québec, à Montréal. J'avais 19-20 ans. J'étais revenu pour les vacances. Je voyais mes parents une fois par an pendant l'été. Là, je te parle du jour où ça s'est passé. C'est que il y a eu cette gestation, j'y pensais. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est sur scène que je veux être. Et je leur ai imposé. J'ai été les voir. On dînait chez des amis. J'ai fait attention à dire ça devant des gens. Il y avait une assemblée. J'ai fait une espèce de déclaration, quoi, comme si c'était un truc grave. J'ai dit à mes parents, moi, je veux être acteur et je vais partir en France et je vais faire le cours Florent. Pas je veux ou j'aimerais, et je vais faire le cours Florent. Mais on t'a dit que c'était un métier risqué, on t'a dit que c'est toutes les expressions, là, beaucoup d'appelés, peu d'élus, pense à un métier à côté. Eh bien non, parce que c'est ça que je vais faire. Et je suis pas en train de vous demander si je peux le faire, je vous annonce officiellement que je pars. Mais tu vas pas pouvoir et il faut des moyens. Je vais travailler, je vais avoir un job, j'ai besoin de rien. Pour arriver à me resituer, il y a Michel qui a eu une influence dans ta vie, au Canada, c'est ça? Ouais. C'est à quel moment, du coup Michel Azoulay, pour moi, c'est la définition du mécène comme il n'en existe que dans les films. On est avant le cours Florent, je vis à Montréal, et je le rencontre par des amis de la famille qui venaient en vacances au Maroc. Et on me dit, voilà, j'ai cet oncle qui est au Canada, je suis jeune, j'ai 20 ans, lui il en a 40, 50, tu vois. Et moi je le contacte parce que là je suis avide de contact et de connexion. C'est un mec qui est adorable avec sa famille, il a sa femme, ses enfants, et il m'invite pour les fêtes, pour les repas de famille, il m'inclut. Et il me voit faire les sketchs. Moi, j'ai l'impression que je me sens pas redevable, mais j'ai envie de les remercier, quoi. Et je leur fais le show. Je leur fais le show à chaque fois que je vais dîner chez eux, et lui, il est mort de rire, je fais des personnages, j'imite l'accent québécois, l'accent marocain. Et un jour, il me dit, il faudrait que tu fasses ça sur scène. Je lui ai dit à Michel, mais c'est pas mon métier, je sais pas. Il me dit, mais tu le fais déjà. Et un jour, il me dit, viens me voir au bureau, il vendait des vêtements, rien à voir. Hein. Il me dit, j'ai réservé une salle, c'est le musée du cabaret juste pour rire, et tu vas faire ton spectacle. Et là, je pète un câble. Là, je suis pas content, et je lui dis, mais Michel, je peux pas faire ça. J'ai pas de show, j'ai rien du tout, je peux pas... Il me dit, c'est trop tard. Il me sort l'affiche du spectacle. Je dis, une affiche, mais complètement claquée. J'ai ma tête comme ça, avec écrit Gad Elmaleh, spectacle comique, one-man show, 10 décembre. Et là, je suis obligé. Je trouve ça complètement violent. Je suis pas dans l'émotion. C'est bien plus tard que je me dis, cet homme est un génie. Il fait un autre truc, c'est qu'il faut financer. Il faut louer un théâtre. Il faut payer un photographe pour faire les affiches.
C'est la providence. C'est Dieu qui m'envoie cet homme. C'est pas possible. Il vient sur mon chemin pour me tendre la main. Et alors, il prend la recette de billets qu'il a vendus à des amis à lui, hein, et il me la donne. En me disant, voilà, ça c'est l'argent des places. C'est ton premier cachet, ça. Je lui dis, mais Michel, toi t'as payé pour le... Non, moi j'ai payé, moi je t'offre tout ça. Mais ça, cet argent, il est à toi. C'est une leçon de vie folle, parce qu'il croyait tellement en moi. Et il n'y a pas plus grand que quelqu'un qui croit en toi sans attendre de retour. Donc je manque jamais de lui rendre hommage dans mes spectacles, dans mes captations. Et quand tu le vois, ça te fait quoi? Ça me touche. Il a une grande pudeur, il veut même pas en parler. Ah ouais? Ah, pas du tout. Il a absolument pas envie de se gargariser de ce truc. Dès que j'en parle en télé, tout le monde lui dit, t'as vu, il a dit. Il fait, ouais, c'est bon, ça, c'est bon. Et j'adore, c'est une vraie pudeur, la pudeur des gens maladroits. Pas la pudeur des faux modestes. Tu sais, c'est pas grand chose, c'est toi qui as tout fait. J'étais à des obsèques il y a pas longtemps, et un autre artiste qui fait un discours pour le mec qui est décédé, et il fait dans son discours, j'oublierai jamais ce jour où tu m'as félicité pour le prix pour le prix que j'ai eu pour le film que j'avais fait. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça mais d'une indécence folle. Je me disais, comment l'ego dans ce métier, on a un ego tellement important. On a un ego trop surdéveloppé, quoi. Tu penses qu'il en a besoin pour réussir dans ce métier? Oui, je pense même que, encore plus pour le one-man show, c'est un truc un peu spécial quand même. C'est pas un art, c'est pas anodin quand même. Et la validation permanente. Avoir besoin et envie d'une validation. On veut être validé, les comiques. On a besoin du rire, pas parce que c'est notre métier de faire rire, c'est pour être validé, nous, en tant que personne. Moi, je veux qu'on me valide. Les premiers rires dans une salle m'apaisent et me permettent de me dire, ils m'aiment. Alors qu'ils ont acheté leur place depuis 6 mois. Arrête. C'est une escalade incroyable, l'ego. On veut être aimé plus que les gens qui ont acheté leur place depuis 6 mois et qui sont là pour nous aimer et qui nous aiment déjà. Je vais tout arrêter. Je vais rentrer dans un monastère. Plus d'ego. Petit repas frugal. Tu passeras me voir. Je prierai pour toi. Il y a une partie de toi qui veut ça? Franchement, je le dis en rigolant, mais pas dans un monastère, mais on a parlé de ça une fois, je pense. On a parlé du minimalisme, je crois. Ouais, de simplifier ta vie. Ouais, simplifier. Je le fais au niveau du matériel, par exemple. Les vêtements, vraiment, j'aimerais avoir un uniforme. Tout se ressemble dans ce que je mets. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas que je n'aime pas les belles choses, je peux les regarder, les apprécier, mais je vais plus loin, même sur la nourriture. J'aime bien, quand c'est bon, je le reconnais, mais je ferai pas des kilomètres pour dire « t'as pas goûté là ?» Ah non, il faut absolument que tu goûtes le truc de... Parce que le burger du 8e, il n'a rien à voir avec le burger du... T'as été comme ça ou tu l'as jamais été? Jamais, ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, c'est les gens. C'est avec qui je mange le burger. Je n'éprouve aucune satisfaction à manger un truc très très bon si les gens autour sont pas intéressants ou c'est pas fun, tu vois. Je n'ai aucun attachement au matériel. C'est une chance. Donc ouais, ton esprit, il est concentré sur quoi du coup? Me nourrir des autres et vraiment me nourrir des autres, tu vois, là, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire essayer de comprendre un peu les choses, me nourrir du parcours des gens, de l'esprit. Ça, c'est quelque chose qui me fascine, qui me séduit beaucoup. Ouais, c'est ce qui me bouleverse le plus, c'est ce qui peut me faire tomber amoureux, l'esprit. C'est quand ça va vite, quand c'est lumineux, quand c'est clairvoyant, quand il y a un échange, quand il y a du ping-pong. Ça, je suis passionné par ça et je suis en quête de ça. Quand je rencontre des gens, je les branche tout de suite sur des choses pour non pas les tester, mais je suis impatient d'aller vers ça. Tu vois, Le factuel me terrifie. Ce que les Américains appellent small talk. Ouais, moi je suis très nul là-dessus. Ah oui? Je m'épanouis pas dès que je vais pas avoir un échange qui est profond, où je vais vraiment découvrir la personne. D'ailleurs, c'est ce que j'ai apprécié quand on s'est rencontrés, que ça a été très vite dans nos parcours et complètement. Et moi, ça me nourrit beaucoup plus. C'est pour ça que je suis là. C'est-à-dire qu'il y a du... Ouais, moi aussi, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Bizarrement, ça me fatigue beaucoup plus le cerveau de faire du small talk que vraiment d'avoir un vrai échange. Un truc qui m'inspire chez toi, c'est que tu fais ce qui est important pour toi malgré les risques que ça représente. D'ailleurs, c'est un peu comme ce projet fou dont on parle juste après, où Jamel te dit « J'aurais peur. Tu quittes, si je comprends bien, pour te retrouver dans la merde. » Mais tu le fais quand même. On en parle juste après. Là, j'aimerais déjà qu'on parle de ton nouveau film, parce que c'est exactement pareil.
J'ai eu la chance de voir ton film, ça m'a beaucoup ému. Et en fait, ce qui m'a ému, et j'ai même pleuré dans ton film, c'est que tu oses chercher ce qui est important pour toi, déjà, le faire, la démarche, et encore autre chose que de l'assumer publiquement. La religion, typiquement la spiritualité, encore plus en France qu'aux États-Unis, c'est que c'est un sujet qui est un peu tabou, faut pas trop en parler, c'est un sujet qui peut être clivant. Donc on pourrait facilement avoir de « Ah mais je vais être pas aimé par certaines personnes ». C'est un exemple pour dire que c'est ce bruit intérieur. Et moi j'adore cette idée qui est que là tu maîtrises ta vie quand le murmure intérieur il est plus fort et plus grand que le bruit de l'extérieur. Et je trouve que tu symbolises ce truc-là, tu aurais pu garder ça un peu secret. Tu peux parler un peu de cette démarche. Je sais qu'on pourrait peut-être démarrer à ça. Je trouve ça puissant quand t'es petit au Maroc avec 3 religions qui coexistent, voire peut-être plus, je sais pas. Ça commence par là. On nous dit, tu vois le bâtiment là, tu ne mettras jamais les pieds là-dedans. Et on comprend pas pourquoi nos parents nous interdisent ça. Un peu étrange. Même pas dans une église, pour nous, puisque nous, on ne sait pas que c'est une église au moment où on a l'interdiction. Déjà, on n'avait pas prévu d'y rentrer. C'est intéressant quand même. On n'a pas prévu d'y aller. Et les parents, tous les jours, attention hein, les enfants, celui qui rentre là-dedans, il aura affaire à moi. Et donc, je fais ce que doit faire un enfant de 6 ans quand on lui dit « tu rentreras jamais ici ». Je rentre ici. Je pousse la porte, c'est comme dans un film. Et en fait, je rentre dans une église, je regarde, je trouve ça très beau. Moi. J'ai 6 ans, je trouve ça super beau, c'est génial. Il y a des statues, il y a des représentations. La température est idéale. C'est calme. On est au Maroc, donc un peu de frais, c'est agréable. Un peu de frais. Et il y a ma sœur qui est avec moi. Elle a 8 ans, j'ai 6 ans. Et alors, je sens un truc assez... une plénitude, quoi. Et je me dis à ce moment-là, mais pourquoi on m'a pas laissé rentrer dans cet endroit qui est si beau et si calme et si agréable? Et je suis face à une représentation de la Vierge Marie. Et moi, je la regarde comme ça, je trouve ça joli, je trouve ça super beau, cette dame, comme ça. Ma sœur, elle s'en fout, alors... Mais moi, ça devient une expérience mystique parce que je suis bouleversé, je suis ému, je suis gamin. Et donc, le film démarre avec ça. Il y a des choses réelles comme ce point de départ, qui est une expérience peut-être un peu mystique. Et je scénarise tout ça, j'extrapole pour aller vers l'attrait, l'intérêt d'un homme juif vers le christianisme. Les parents, dépassés par les événements, savent pas trop comment réagir. Sachant que c'est tes vrais parents qui jouent. Ouais, voilà. Et donc, ça rend le truc vraiment très drôle. Oui, parce que j'avais envie que ce soit vrai. D'ailleurs, il n'y a pas d'acteur dans le film, à part moi. Les prêtres sont joués par des vrais prêtres, les rabbins des vrais rabbins. Ma sœur, moi, elle est jouée par ma sœur, mon ami d'enfance. T'aurais pu peut-être jouer dedans. T'aurais joué ton propre rôle. Tu m'aurais coaché, tu m'aurais dit va au bout de ce que tu ressens. Et puis mes parents, ils te seraient tombés dessus dans le film, tu vois. J'aurais été leur pire ennemi. Tu serais venu dîner pour Shabbat et t'aurais été le mec qu'il faut pas fréquenter. En plus, il y a une scène que j'adore qui est que t'as ses parents qui s'interrogent qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que t'en arrives là. Ouais. Et elle est forte cette phrase parce que on retrouve ce qu'on pourrait retrouver quand t'as un parent qui découvre que son fils ou sa fille est homosexuel, un peu le comment j'ai fait pour... et c'est drôle et en même temps c'est hyper prenant. Totalement. De là, je pars et je scénarise avec Benjamin Charby, mon co-scénariste, qui est un scénariste de génie et qui m'aide à transformer ça en film. Et dans le film, dans Reste un peu, il y a des choses vraies, comme celle que je viens de vous raconter. Il y a des choses moins vraies et il y a des choses pas vraies du tout, mais je vous dirai pas lesquelles. Allez vérifier, jugez par vous-même. Sachant que tes parents, de ce que j'ai compris, ils n'ont pas le scénario complet. Ah, ils n'ont même pas lu le scénario. Donc ils savent qu'ils vont être dans un film qui devrait aller en salle. Ouais. Sur un sujet qui est compliqué. Ouais. Ils ont compris le sujet du coup, forcément. Qui parle de la crise de la cinquantaine. Mais ils savent pas trop. Ils sont pas fous, ils savent que c'est sur la religion. Oui. Et ma mère est une actrice incroyablement douée. Et je pense qu'elle va être sollicitée pour d'autres films. C'est un personnage en tout cas. Totalement. Elle a une aisance folle devant la caméra. Elle a vraiment un talent pour ça, quoi. Mon père, il est beaucoup plus secret, peut-être beaucoup plus pudique, beaucoup plus effacé comme ça, mais ça donne de l'émotion au personnage. Et quand tu penses à ce projet-là, justement, t'as peur ou pas de qu'est-ce que les gens ils vont dire? C'est Gérard Depardieu qui m'avait dit dans ce métier, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui doutent. Alors, entoure-toi de gens qui doutent. Et c'est super d'être entouré de gens qui doutent, qui appréhendent, qui savent pas, qui cherchent. Donc, est-ce que j'appréhende la réaction de certaines personnes? Mais bien sûr. Je touche au sujet qui crée le plus de crispation dans la société française. Bien sûr, il y aura des a priori sur mon film, mais je suis totalement prêt. Et je crois, encore une fois, que si j'avais pas, aujourd'hui, 51 ans, que je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, que ce soit des bad buzz, des crises personnelles, des voyages, des tentatives aux États-Unis, tout, la paternité, toutes ces choses, j'aurais pas eu le courage, moi-même être persuadé et convaincu qu'il fallait que je raconte cette histoire, alors que j'en ai eu même
Je dirais même qu'il y a des films qu'on a envie de faire. Celui-ci, j'en avais besoin. J'avais besoin de faire ce film. Et je l'ai fait. Si les gens sont touchés, qu'ils soient 10, 20, 100. Moi, chaque projection qu'il y a où les gens regardent et voient ce témoignage, je suis heureux. Donc, on n'est absolument pas dans la même démarche que les autres films que j'ai pu faire avant, quoi. Après, je boude pas mon plaisir. Si on me dit, ah, ça marche, il y a plein de gens, je suis heureux, quoi. Ça représente quoi pour toi, cette notion un peu de déconstruire des codes, tu vois, comme tu disais, t'as pas choisi, entre guillemets, ta religion. Et donc, ouais, il y a un poids de mes parents, ils peuvent se sentir trahis si je m'autorise ne serait-ce qu'à challenger ça, à m'autoriser à explorer. Qu'est-ce qui te nourrit, toi, profondément dans cette démarche-là ? Et j'ai l'impression que c'est pas simplement dans la religion, c'est toute ta vie, c'est autour de casser des trucs. Mais complètement. Moi, après, je suis très fier de l'héritage que j'ai eu. J'ai étudié à la yeshiva, à l'école talmudique. Mais ce qui m'a excité dedans, c'est encore une fois ce que tu dis déconstruire, c'est ça. C'est de casser les choses établies, c'est casser tout ce qui est établi, c'est interroger sa propre foi. D'ailleurs, ça, c'est talmudique. Ça, c'est remettre en jeu les choses. Et parfois, je croise des juifs dans la rue qui me disent « T'es fou, c'est quoi ce film que t'as fait ?» Je dis « T'inquiète, ma mère, elle dit ça dans le film. Donc, t'es présent dans le film. » Il y a cette voix. Puis il y en a d'autres qui me disent c'est intéressant, il y a cette voix aussi. Puis il y a la voix du catholique qui dit welcome. Je dis c'est là, il y a le catholique qui dit mais pourquoi vous venez vers nous? Toutes les voix sont présentes. Donc j'ai envie d'être vrai avec ce film. J'ai envie de créer du lien, du débat. Parce que finalement, la fraternité dont on rêve dans une société, elle viendrait et elle vient du fait qu'on se connaisse ou pas. Il faut des tragédies, des choses très graves qui se passent dans la société française pour se dire ah, on va se mettre à se parler. Mais venez, on se parle maintenant, on essaie de se comprendre et d'être connectés. Ça m'intéresse que tu racontes ou que tu partages une des choses que tu as lues, que tu as le plus touché. Comment ça t'a apporté en fait, toute cette exploration? J'aime l'idée de la quête permanente et que quelque chose m'échappe parce qu'il est plus grand que moi. C'est l'hypothèse de Dieu qui me fascine en fait. Moi, je ne peux pas prouver l'existence de Dieu et personne ne peut le prouver. On y croit, on n'y croit pas. Mais l'hypothèse de Dieu, et c'est une phrase qui est dite dans le film, est-ce que l'hypothèse de Dieu, elle t'aide ou pas? Eh bien, si ça t'aide et tu trouves que ça a du sens, c'est ça qui compte. Et ça te fait quoi, entre guillemets, toi qui puisse exister un Dieu? Ça me fait de m'en remettre à ce qui est plus fort que moi, à ce que je ne maîtriserai pas et jamais, à ce qui est au-delà de ce que je peux, moi, contrôler, apprendre, maîtriser. Il y a une phrase que m'a dite un peu avant sa mort Daniel Lévy, pour qui j'avais une grande admiration, chanteur qui avait une des plus belles voix du monde. Il me citait souvent une phrase d'un rabbin qui disait « Les hommes font des projets et Dieu sourit ». Et je trouve que même si on n'est pas croyant, c'est tu ne sais pas ce qui va se passer dans la vie, tu ne contrôles rien en fait. C'est une manière aussi de s'en remettre à plus grand. En tout cas, ça me fait écho avec les travaux de Boris Cyrulnik, qui d'ailleurs, je crois, lui, est athée, je sais pas exactement, mais qui dit en gros, on peut pas prouver l'existence de Dieu. Par contre, on peut scientifiquement prouver l'influence de la prière sur le corps. Wow. C'est-à-dire qu'en fait, réellement, quand quelqu'un fait une prière, quelle que soit sa religion, et même aujourd'hui, il y a plein de formes de spiritualité qui sont en dehors de la religion, quand quelqu'un est en train de faire une prière, par exemple, de gratitude, ou une demande, donne-moi la force de changer les choses que je peux, la sérénité d'accepter les choses qui sont, la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Et donc il y a un pouvoir réellement, pour le coup, prouvé scientifiquement dans le fait de s'en remettre. Ça fait même partie de certaines formes de thérapie. C'est fou ça, je ne savais pas. Qui, quand tu as une adversité qui justement, tu n'arrives pas à voir comment tu peux contrôler et influencer les événements, par exemple l'image mentale de tu t'accompagnes la personne à prendre son problème, à la mettre dans ses mains et à visualiser qu'elle la donne, elle la confie à Dieu, à la vie, à l'univers, peu importe comment elle le veut. Et en fait, ça l'apaise vraiment. Et ça, pour le coup, ça se prouve. Donc je trouvais que c'était fascinant, ces travaux. On ne peut pas prouver l'existence de Dieu, mais on peut prouver le pouvoir de la croyance. Il y a un truc dont j'ai absolument envie de parler avec toi, qui est le rêve américain. Et hier ou avant-hier, je suis tombé sur un mail que je t'ai écrit en 2018. Suite à notre rencontre aquatique. Suite à notre rencontre aquatique où effectivement je nageais, t'avais un beau bonnet de piscine et j'étais pas sûr en nageant que c'était toi. On est dans une piscine, on se rencontre, c'est toi qui viens vers moi plutôt. Ouais. Voilà, et puis je me dis ce mec a l'air brillant, c'est un mélange à la fois de tout ce que me dit ce gars est très intéressant, mais en même temps, le contexte fait que je te prends pas au sérieux. Parce que on est dans une piscine en maillot. T'as vu, je pense que tu t'en souviens que ça m'intrigue quand même. Je me dis, waouh. Suffisamment déjà pour que tu me donnes ton email. Mais oui. Non, mais c'est vrai, je voulais comprendre. Et donc je venais de voir un documentaire sur toi aux États-Unis.
Et ça m'avait vraiment... moi, ça m'a remué de le voir. Je t'avais écrit justement merci pour ton inspiration. Je viens de regarder le reportage sur ton projet aux USA par TF1. Ça me remue les tripes et me donne les larmes aux yeux. Je suis inspiré par le courage que tu as de redémarrer de zéro, de continuer, d'y croire, de te dépasser et impressionné par ton anglais. Et sachant que je t'écris ça parce que moi, ça a toujours été mon rêve, les US. Et la fin de mon message d'ailleurs, c'est et te voir ce soir me donne envie de persévérer, d'oser faire des choses que je faisais en France au début et d'aller au bout de ce rêve d'ado. Et donc ouais, je te remercie déjà, parce que moi ça m'inspire d'avoir des personnes comme toi qui en permanence vont chercher le prochain chapitre. Ça m'aide à réaliser mes propres rêves, à trouver ma propre direction. D'abord, je veux revenir juste sur le mail que je trouve très touchant en fait. C'est très touchant et c'est très humble, vu ce que t'as fait toi. Donc j'aime bien. C'est inspirant aussi pour moi en fait, finalement. Et je pense que c'est vertueux en fait. Ça se nourrit en fait. Je t'ai répondu ? Ouais, tu m'as répondu. Tu m'as Et là, répondu. il me lit un truc. Je ne vois pas qui vous êtes. Je n'ai jamais rencontré personne à la piscine. Non, Tu m'as répondu, merci pour tes mots David, je suis très touché. Nous nous devons tous de faire le maximum pour nous surpasser, nous dépasser. Amitié. Ça symbolisait quoi pour toi les US et ce que je veux envie de creuser avec toi, c'est que à ce moment-là, t'es the king en France et c'est dingue. T'aurais pu te dire, les gens en France, ils vont me trouver ridicule, ça se trouve ça va pas marcher. Au début, je peux potentiellement... Ouais. Quand Ils l'ont t'apprends fait quelque même. chose. Et ils l'ont fait, ouais. Ouais, ils l'ont fait. C'était très intéressant de voir la perception même de certains médias. Mais c'est fou, ça me touchait pas trop en fait. J'étais dans mon chemin de défi. Partons au début. À quel moment tu l'as décidé? Ça s'est passé comment? Je joue pendant des années mes spectacles en France. Et puis, encore une fois, ça fait partie des projets qui macèrent depuis des années. C'est pas un truc qui arrive tout de suite. J'aime bien la phrase de Coluche qui disait « On met toute une vie pour réussir du jour au lendemain ». Elle est énorme. Et c'est super, je trouve, parce que la fascination des États-Unis, l'admiration pour les comiques américains, l'étonnement permanent, il existe depuis gamin. Et les États-Unis, ça a toujours été pour moi le rêve, vraiment le truc à atteindre, avec beaucoup de choses qu'on peut apprendre d'eux. Et je me suis toujours dit, je vais y aller. Et je veux réussir là-bas, je veux faire quelque chose là-bas. Tu vas aller au State pour faire rire des gens dans une langue que tu maîtrises pas. Tu quittes, si je comprends bien, la poulpe aux œufs d'or pour te retrouver dans la merde. Vraiment, j'aurais peur. J'aurais peur que ça rigole pas, quoi. Même si on connaît bien cette phrase, je la répète, et c'est un dicton qui paraît aujourd'hui banal, mais les seules choses qu'on regrette sont celles qu'on n'a pas faites. J'y crois profondément. On peut se mordre les doigts parce qu'on n'a pas fait, mais on peut pas regretter un truc qu'on a fait, même si on s'est trompé. Au moins, j'aurais avancé, quoi. J'aurais été frustré, mais j'aurais avancé, et j'ai avancé. Et donc, je décide. Et alors, ce qui est fou, c'est que tu mentionnes un documentaire que j'ai fait. Je l'ai produit pour être quasiment obligé de faire le projet. C'est fou, quoi. C'est comme si demain, tu me disais j'ai envie de courir le marathon de Paris, et que tu commences à voir le track, et que tu te dis on va produire un documentaire sur David Laroche qui se prépare à courir le marathon de Paris. Là, t'es cuit, t'es obligé de faire le marathon de Paris. Et là, je pars avec la caméra, avec l'équipe, avec Marc Berdugo, avec Cyril Thomas qui a la caméra, toute mon équipe, Canal+. On atterrit à New York, j'ai quelques blagues en anglais et ils disent c'est quand qu'on... Je dis non, on tourne des scènes à New York où je me balade dans New York et je recule. Ouais, mais il faut qu'on filme quand tu fais pour la première fois ton show. Ouais. Demain. Wow, j'ai peur. You have to be comfortable that it's going to hurt. So it's going to be a struggle. Yeah, You will but it's a struggle. growing pain. Je suis tétanisé. C'est dans un club de stand-up en anglais. Ils m'accueillent uniquement parce que j'ai des copains américains connus qui leur disent il est connu en France, mais vraiment ils font un effort. Ils me donnent une audition de 5 minutes. Et juste avant que je rentre sur scène, ça va être à moi, on vient me voir, la directrice du lieu, la bookeuse, elle dit tu vas pas passer tout de suite. Parce qu'il y a ce qu'ils appellent un drop-in. Un drop-in, c'est quand il y a quelqu'un de très connu, qui n'avertit pas, qui gare sa bagnole devant le comedy club, qui descend et qui dit « Est-ce que je peux jouer un petit peu là, vite fait ? J'ai un truc à roder. » Et là, il y a Chris Rock, méga star, qui fait ce qu'on appelle un drop-in, une apparition surprise. Là, le public, ils sont par terre, ils sont totalement hallucinés de la présence de Chris Rock. Et il fait pas 10, il fait pas 20, il fait pas 30, il fait 40 minutes. Moi, je regarde Chris Rock et chaque vanne qu'il fait, qui il détruit le public à chaque vanne, je me dis, mais je suis un homme mort. Qu'est-ce que je vais foutre
Après Chris Rock. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est à moi d'y aller. Après 40 minutes, le mec écorche mon nom. Ladies and gentlemen, please welcome this next comic coming straight away from France. Let's give a hand for... Get out of the lie. Get out of the lie. Get out of the lie. Come on, get out of the lie. Monte sur scène, get out of the lie. Et là, je peux te dire que hello. Mon anglais est pas top. Good evening. I am from France. Ouh. C'est vrai? Ouais, mais ouh, c'est pas un ouh méchant. Ah oui. Pour Ah oui. faire un petit truc. Ouais. Parce qu'ils s'attendent à ce que j'ai un missile derrière. Parce qu'ils ont fait à Chris Rock des trucs et lui, boum, il les tue à chaque vanne. Et ils font ouh, je fais oh là là, je fais that's not nice, nul. Ouais. J'essaie mes 2-3 vannes, ça marche pas trop. 5 minutes, thank you, bye bye, applause, il passe à autre chose. Mais là, t'es comment là? Je suis déprimé. C'est l'époque où je bois de l'alcool, donc j'en bois beaucoup ce soir-là. J'essaie vraiment de m'assommer pour vite aller au lit, pour vite oublier, quoi. Sauf que c'est pas une solution. Parce que les choses ne s'en vont pas. Elles partent pas de nous. Là, t'envisages d'arrêter? Non, je me dis, le documentaire va prendre une autre tournure. C'est pas grave. On va continuer. Et là, j'essaie autre chose. Le lendemain. J'essaie de travailler avec un comique américain qui me donne des petites techniques pour l'écriture et une prof d'anglais qu'on voit dans le documentaire qui m'apprend. Parce que je m'aperçois que le langage, au-delà des vannes, j'avais des vannes pas mal, pas folles mais pas mal, je m'aperçois que l'anglais, Ouais, si c'est on fou. met les accents au mauvais endroit, on rate la vanne. Ouais. Si tu dis holidays au lieu de holiday, ben, tu rates les vannes. Surtout que l'humour, c'est ça, c'est pas comme comprendre quelque chose, c'est que t'as besoin que ça soit instantané pour que le rire il soit Complètement. déclenché. Si t'es en train de réfléchir, c'est mort. Si tu dois tendre l'oreille pour dire qu'est-ce qu'il a dit, ben c'est fini. Puis après, je commence à faire les émissions de radio en anglais, les talk shows. Ah ouais, pour moi, Jimmy Fallon, c'est... Franchement, je te dis, j'en ai rêvé. Je voyais les humoristes américains assis sur le canapé de Jimmy Fallon et je rêvais de ça. Et le jour où ils voient mon travail et ils m'invitent, waouh! Là, c'est un rêve. Je l'ai bossé comme un fou, j'ai répété, j'ai préparé mes vannes, j'ai préparé avec le producteur de l'émission. J'ai du trac, de l'appréhension parce que c'est nouveau. J'ai peur juste de me rater en fait. Mais j'ai pas un trac de oh là là, qu'est-ce que je vais dire? Je sais tout ce qu'il faut dire. Je me garde un peu d'espace d'improvisation, de naturel. Et puis il est venu dans la loge avant pour me mettre en confiance. Et il rigole à mes blagues, il me raconte des vannes de mon show. Donc je suis pumped, je suis gonflé à bloc. Le moment le plus fou, c'est quand je réalise que ça se passe. Et c'est quand il dit mon nom en fait. And now, ladies and gentlemen, I got him. Lui, il écorche pas mon nom. Lui, il a bossé, il a répété, il sait exactement comment il faut le dire. C'est ça qui est fou. Ça a été un truc que je voulais vraiment atteindre. C'était un symbole. Wow, I'm so happy to be here. Thanks for having me on this show. we love having- No, I'm so excited. This is the American dream. The French dream for me. And it's just, it is new Netflix special. God, El Malay, American Dream. You made it. C'est bon, tu l'as fait. Et c'est comme quand il y a des artistes qui sont dans la salle, qui viennent voir ton travail, c'est des gens que tu admires, c'est des gens dont tu connais le travail. Moi, quand j'ai eu DiCaprio dans la salle, toute petite, je le voyais, en plus, il était à 3 mètres de moi. J'étais super ému et je pouvais pas jouer normalement. Mais très vite, je me suis dit, ben attends, il kiffe, il est en train de rire, laisse-le tranquille, passe à autre chose. C'était pas évident. C'est que ce sont des gens qui symbolisent quelque chose pour toi. Et donc, qui sont des modèles. Ça ferait quoi si on montrait au petit Gad ou même à l'adolescent qu'on lui montrait un extrait de la vidéo avec Jimmy Fallon, ça ferait quoi en fait? Ça lui ferait quoi? Si on montre ça au gamin que je suis, franchement, le gamin, il dirait bravo au plus vieux. Hein. Puisque c'est ce que je me dis à moi, à ce moment-là. Je me dis, tu l'as fait. Tu l'as fait, t'as réussi ça, t'as bossé comme un malade. Et t'as une phrase, tu te dis un truc à l'intérieur quand tu vois une critique, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a... T'as une phrase un peu clé que tu te dis qui t'aide un peu à te recentrer, à avancer? Ouais, j'ai une image d'enfance. J'ai une image d'enfance au Maroc. Je repense toujours au jour où je décide de partir.
de quitter ma ville natale pour aller gagner le monde, pour aller gagner. Je me remets là-dedans et je me dis, pense à ce que tu voulais en fait. Va chercher ce que tu as été chercher. Les attaques, on en aura tout le temps. Plus on va faire, plus on va construire, plus on va sortir des sentiers battus, plus on va être créatif et plus on va s'en prendre dans la gueule. Ça, c'est sûr. Donc moi, aujourd'hui, j'ai opté plus pour fortifier mes appuis que pour faire disparaître les coups, car les coups vont arriver quoi qu'il arrive. Et je préfère me fortifier et être un homme qui sait les recevoir, les éviter si possible, que rendre les coups, dire pourquoi ils m'ont donné des coups. C'est la différence entre l'homme intelligent et l'homme sage. L'homme intelligent, c'est un homme qui arrive à régler et à résoudre des problèmes que l'homme sage a su éviter. Et ça, on est tous censés être en chemin pour ça. Très sincèrement, ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est de faire le bilan avec moi. Qu'est-ce que ça m'apprend ? Même quand il y a des jalousies, des attaques, de la haine, maintenant, ça m'a pris des années. Aujourd'hui, je me dis, ok, qu'est-ce que j'en tire, moi ? Comment on transforme ce truc ? Comment est-ce que... Je me regarde, franchement, Gad, c'est quoi ta part de responsabilité ? Où est-ce que par orgueil, où est-ce que tu penses que tu pourras améliorer ? Où est-ce que tu... Mais du coup, merci, quoi. Quand on s'était vu et tu me racontais justement que suite à, je sais plus quand c'est, que Copie Comique, etc., tu me disais que tu as eu une phase où justement, avec du recul, t'es pas content de la manière dont tu as réagi. Il y a eu un moment où je me suis dit, j'ai mal géré cette histoire. Pourquoi j'ai mal géré cette histoire ? Parce que je suis sur l'orgueil, encore une fois. Et j'étais sur moi et sur ce qu'on pensait de moi. Et les attaques, et mon ego, et merde, et mon image. Mais j'étais pas vraiment honnête avec moi-même. D'ailleurs, plus j'étais dans l'ego, et plus on m'en mettait dans la gueule. Et plus j'étais dans la protection et la volonté de dire « Non, je ne suis pas celui que vous croyez », et plus on m'attaquait. Le jour où j'ai commencé à faire l'inventaire et à faire le point avec moi-même, il n'y a plus rien eu, quoi. J'ai eu une prise de conscience. Ça a été une bénédiction, en fait, finalement, cette crise, qui a été une crise médiatique, une crise personnelle. C'était une bénédiction parce qu'elle m'a appris énormément. Elle m'a donné l'envie d'abord d'être plus vrai, plus proche de ce que je suis profondément, d'écrire des choses singulières, uniques. Elle m'a permis de faire le ménage, comme on dit vulgairement, autour de moi. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans cette phase-là, en fait ? C'est marrant parce qu'on a parlé tout à l'heure d'être aimé, d'être validé. Et en fait, on touchait à la chose la plus précieuse. Dans tes yeux, dans ton cœur ? Ouais. C'est que je suis aimé par le public ou validé par le public. Et là, on fragilisait ça, en fait. Et moi, ça m'a ébranlé. Je me disais, mais non. Avec en plus des inventions ou des exagérations. Puisque les points de départ, ils étaient vrais, ils avaient raison. C'est ça qui est pervers. C'est bizarre, c'est pas le déclencheur qui m'a fait du mal. Parce que moi, je sais où j'en suis, je sais ce que j'ai écrit, pas écrit, de qui je me suis inspiré, de qui j'ai pris un mot. Tu vas me dire, et je reformule, tu me dis si j'ai bien compris. Il y a des parties que tu as copiées, et il y en a d'autres où c'est pas le cas. Voilà. Les artistes dont je me suis inspiré, les Américains, qui sont mes potes proches, dont j'ai même revendiqué cette inspiration, on a pris ça et on a fait reposer toute la construction de ma carrière là-dessus. Mais en exagérant. Et donc, la partie la douloureuse pour toi, c'était que au-delà de ce que tu as fait, il y a tout un ensemble qui est rajouté, qui est pas dans le truc. Et, si je comprends bien aussi, le fait que ça remette en question tout le travail qu'il y a à côté, en fait. Je vis un truc à ce moment-là où des gens veulent pas être à mes côtés. Je deviens un peu radioactif. Des amis du métier qui, tout à coup, je fais une émission, on leur demande d'intervenir et ils refusent. Des amis du métier qui font une fête de famille, un mariage, un truc, et comme il y a beaucoup de gens du métier, ils m'invitent pas. Mais je suis pas fâché avec eux. Je serai jamais fâché avec eux. Mais c'est une belle leçon de vie. C'est une gifle, c'est une claque parce que tu vois les gens se retourner, tu vois comment la nature humaine est faite. Les gens font ce qu'ils pensent qu'il est bon de faire au moment où ils le font, malheureusement. Et ils n'iront pas contre-courant pour prendre ta défense. Et y compris une certaine partie de la presse. À un moment donné, il était de bon ton de me mettre des coups de poing. Et on est attiré par l'obscurité.
Un jour, je me souviens, j'ai fait un film et il y avait des projections pour tester les niveaux de rire, tout ça. La personne qui s'occupe de la projection test, elle arrive à la production, elle me dit, Gad, la projection test s'est bien passée, j'ai tous les commentaires. Donc là, j'ai les commentaires positifs, j'ai les commentaires mitigés, j'ai les commentaires négatifs et j'ai les commentaires très négatifs. Et moi, qu'est-ce que je lui ai dit ? C'est quoi le très négatif ? Mais qu'est-ce qui m'a pris ? Pourquoi j'ai voulu savoir le très négatif ? Je devrais même pas l'entendre, le très négatif, parce que le très négatif ne peut pas être constructif. Donc je pense, encore une fois, que c'est à nous de nous renforcer. C'est à nous de faire le travail pour être solide, pour pardonner aussi. Pour pardonner. Et donc tu disais justement que c'était une forme de bénédiction. Qu'est-ce qui est différent dans le Gad d'aujourd'hui par rapport au Gad de juste avant ce bad buzz ? C'est que j'ai pas envie de faire pour les autres ou pour plaire aux autres, quoi. C'est un souci pour moi de plaire dans le sens où j'ai envie que mes spectacles touchent les gens, mes films touchent les gens et faire rire. Mais le point de départ, c'est pas ça, c'est plus ça. Et donc c'était une prison quelque part et ça t'a libéré de ce truc-là. Ouais, ça m'a aidé. Ça a été une galère qui a été une grâce, qui a été une bénédiction et je sais pas qui je peux remercier pour ça, mais ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris, ça m'a fait avancer. Parce que vous avez fait de moi un homme meilleur, quoi. J'ai des questions rapides, réponses rapides. Est-ce que tu as un livre préféré ? Le chemin de l'homme de Martin Buber. Je retire une phrase de ce livre, ou une pensée du moins, parce que je me souviens pas de la tournure de la phrase, que l'homme doit s'envisager comme son point de départ et non pas comme son propre but. Et quand tu comprends ça, tu te dis, moi je suis mon point de départ. Je suis un champ des possibles. Je suis une source d'énergie, de vitalité, de créativité, de santé, de bonheur, de dons. Et je pars de moi pour aller ailleurs. T'as un film ou un documentaire préféré ? J'ai un film que j'adore, qui est L'enfance nue de Maurice Pialat, qui me fait pleurer à chaque fois que je le vois. Qu'est-ce qui te fait pleurer ? C'est un orphelin dedans qui se fait adopter par un couple de personnes âgées qui me bouleverse. Ça me bouleverse. Baisse un poil ton micro. En fait, voilà. Et on va avoir un bon son là. On a un bon son là. Un bon son là, 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 un bon son là. Là, on est là, on atteint la perfection. C'est une boîte manuelle. C'est une boîte auto normalement, non ? C'est quoi un conseil que tu trouves qui est trop partagé et dont t'es pas d'accord ? Ouais, il y a un truc avec lequel je suis pas d'accord qui est censé te faire du bien. C'est les gens qui te disent écoute, pose-toi, ne pense à rien, fais le vide. Ça s'accompagne d'expressions comme débranche, déconnecte. Par opposition, ils te disent et tu vas recharger les batteries, ce qui est assez bizarre. Alors que tu débranches et que tu déconnectes, et fais le vide. Et moi, je ne veux pas faire le vide. Parce que moi, je ne veux absolument pas penser à rien, je veux penser à tout. Et quand je dois faire un point et faire un break et me reposer, c'est pas ne penser à rien, c'est penser à tout, mais de manière libre, de manière totalement anarchique, chaotique, désordonnée, et régler les problèmes comme j'en ai envie. Parce que je suis en vacances de cerveau, et donc je fais comme je veux, quoi. T'as une musique préférée ? J'aime Human Nature de Michael Jackson, mais j'aime aussi le thème de Casablanca au piano, puisque j'aime beaucoup le jazz. Mais je crois que ma chanson préférée, celle qui me touche beaucoup, c'est The Way You Look Tonight. C'est ma chanson qui m'émeut et ça me rappelle aussi une belle histoire d'amour que j'ai eue. Si tu pouvais inviter quelqu'un au restaurant, vivant ou mort, et avoir un échange avec lui ou avec elle, tu t'inviterais qui ? Le cardinal Lustiger. Ok. Pourquoi ? Bah ouais. Parce que j'aurais plein de questions à lui poser. Parce que Tu lui poserais quoi comme question, par exemple ? C'est un enfant juif dont la mère est morte dans les camps de concentration, qui demande le baptême, qui devient chrétien, qui devient prêtre, qui devient archevêque, cardinal, un des hommes les plus proches du pape Jean-Paul II, qui est un enfant de la Shoah. Donc ce parcours est fou, quoi. Comment on pardonne et à la fois on avance dans ce chemin quand on est... C'est bouleversant. Bon, c'est parce que c'est aussi la thématique peut-être du film dans lequel je suis en ce moment et que je travaille. Et peut-être que quand je travaillerai sur un autre film, je te dirais, je sais pas, j'aimerais bien dîner avec Charlie Chaplin. Pas mal. Cela dit, s'ils étaient les deux là, ce serait pas mal. À tes enfants, si tu pouvais leur donner qu'une phrase, qu'une idée, qu'une croyance, que quoi que ce soit, t'as envie de leur transmettre quoi ? J'aimerais leur dire, inspire-toi de ce que je te dis et de mon expérience, profites-en, mais ne m'écoute pas à 100% et ne fais pas tout ce que je te dis de faire. Pour ta vie à toi. Fais à ta sauce. Ouais.
C'est quoi quand tu regardes ces années de vie dont tu es le plus heureux d'avoir réussi à le créer? Il y a une chose qui me bouleverse, c'est quand des humoristes de 22, 23 ans viennent me voir et me disent qu'ils ont décidé de faire ce métier parce qu'ils avaient des DVD de moi et que je leur ai donné envie de faire ce métier. Ça me touche profondément. Bien sûr, t'es flatté, mais au-delà de ça, d'abord, ça te fait faire un petit coup de rétroviseur sur tes débuts. Tu te mets à leur place, tu te vois, donc ça t'émeut. Un peu comme toi, t'as vu par exemple des artistes ou même Michael Jackson, je crois que ça a été une grosse source Michael Jackson, après chez les humoristes, il y avait Raymond DeVos, Philippe Cobert, Michel Boujna, les débuts de Danny Boone qui a commencé avant moi. Puis ça me réchauffe le cœur, c'est une forme de reconnaissance. Mais je les entends vraiment quand ils me disent ça, parce que c'est sincère, c'est ému, ça me donne beaucoup de fierté, ouais. « 17. C'est le nombre exact d'années que j'ai consacré à chercher des réponses à une question. Pourquoi certaines personnes semblent avoir une confiance en soi presque illimitée, alors que d'autres luttent tous les jours pour s'affirmer et croire en elles? Pourquoi, alors que tant d'informations sont disponibles sur Internet, sur Google, YouTube et des blogs, le manque de confiance en soi reste-t-il un fléau qui nous touche tous à différents niveaux? Pourquoi toutes ces méthodes qui promettent même aux plus introvertis d'entre nous, oser s'affirmer, aborder un inconnu, s'exposer sur les réseaux sans craindre le regard des autres, ne fonctionnent pas, ou en tout cas, pas sur le long terme? C'est le sujet d'un nouveau guide d'une 30aine de pages que j'ai écrit pour toi. Dedans, je te dévoile les 7 pires conseils et astuces du dev perso pour gagner confiance en toi. Ce sont 7 méthodes largement répandues et trop souvent mal interprétées qui t'empêchent d'atteindre les résultats que tu attends. Et je suis prêt à parier que tu appliques une de ces méthodes au moins une fois par semaine. Et c'est ça, paradoxalement, qui t'empêche de prendre confiance en toi durablement. Pour découvrir ces 7 mauvaises habitudes, clique sur le bouton qui apparaît et je te l'envoie par mail dans les prochaines minutes.